Alors, chers étudiants de 5e année du département mécanique système de Polytech Tours, bienvenue dans cette troisième et dernière partie du cours de vibration sur les milieux continus. Donc, nous allons nous intéresser ici au cas de la discrétisation des milieux continus. Donc, en fait, on va, dans cette partie du cours, présenter une méthode qui permet en fait de transformer un problème continu en un problème discret qu'on a déjà traité précédemment dans la toute première partie du cours. Alors, il est à noter une chose très très importante, c'est que lorsqu'on passe de ce milieu continu à ce milieu discret, on fait obligatoirement une approximation de la solution. Donc voilà, ce sera quelque chose à retenir en tâche de fond. Ce sera toujours une solution approchée que nous trouverons pour le problème traité. Je rappelle ici les équations que l'on a déjà déterminées pour le cas d'un milieu continu. Donc on a une équation du mouvement qui sont représentées par des équations en dérivée partielle, que je vous rappelle ici. Donc on a la divergence de sigma plus les forces volumiques et la quantité d'accélération. Et puis des conditions limites cinématiquement admissibles, que je vous rappelle ici. Dans le cas du problème discret, donc la toute première partie du cours sur les systèmes discrets, on se retrouve avec une équation différentielle matricielle, où ici on a les matrices de Maltz, matrice de Raeder et le second membre, et puis les vecteurs accélération et le vecteur déplacement. Donc on va tenter de partir de cette équation et de pouvoir l'exprimer sous cette forme-là, qui est évidemment plus aisée à résoudre dans les cas compliqués. Alors nous, à but pédagogique, on va appliquer cela à des cas un peu plus pratiques qui sont le cas des poutres. Donc je vous ai rappelé ici la formulation mathématique du problème continu du problème discret. Et donc on se ramène à ce qu'on a vu dans le cas des systèmes discrets précédemment. Alors, évidemment, le passage de cette équation du mouvement dans le cas des milieux continus l'équation différentielle matricielle ne se fait pas de façon très aisée. Il faut reformuler cette équation de la dynamique, du principe fondamental de la dynamique, sous une autre forme, d'accord, plus adaptée, qui permet de passer à la discrétisation. Donc c'est ce que nous allons établir dans la première partie de ce cours. Donc le point de départ est d'écrire l'équation du mouvement sous la forme du théorème des travaux virtuels. Alors ce n'est pas une inconnue pour vous, hein, on a déjà abordé ce problème-là dans le cadre du cours de 4e année sur la méthode des éléments finis. Donc je vous rappelle ici l'équation de l'élastodynamique dans le cadre très général, d'accord. Et on va donc maintenant choisir un champ, évidemment ici U, qui doit être cinématiquement admissible, que j'abrégerai dans la suite du cours CA. Et pour simplifier le problème, on choisit que les déplacements nuls sur la frontière du solide étudié oméga. Voilà, à des buts un petit peu plus simples pour traiter le problème. Alors, donc je vais prendre la première équation, qui est celle-ci là, divergence sigma plus F égale ρ d2u sur dt2. Je vais la multiplier par un champ de déplacement quelconque que je vais noter delta U, d'accord. Donc faites bien la différence entre le U, d'accord, qui fait partie ici de l'équation de l'élastodynamique, d'accord, du principe fondamental de la dynamique, et un champ quelconque delta U qu'on va utiliser. Donc on les dissocie bien le U et le delta U, qui va être évidemment cinématiquement admissible, d'accord. Et cette formule que nous avons multipliée par delta U, nous allons l'intégrer en fait sur le solide oméga. Alors voilà ce que ça donne. Donc j'ai l'intégrale sur oméga de cette égalité, donc j'ai ramené le terme ρ d2u sur dt2 du même côté du signe égal, je multiplie le tout par delta U et j'intègre sur d oméga. Alors je suis passé de la notation vectorielle à la notation ici indicielle, hein. Je vous rappelle que le virgule J représente la dérivée partielle par rapport à la coordonnée J, la spatiale J, d'accord. Donc sigma et J représentant les composantes du vecteur du tenseur, pardon, des contraintes sigma. Fi représente les coordonnées du vecteur des forces volumiques, d'accord, et UI ici représente les coordonnées du vecteur déplacement, à savoir 3 coordonnées. Idem pour delta UI. Alors ne faites pas la confusion entre le delta rond ici qui représente une différentielle partielle et le delta qui est simplement une notation pour différencier le delta U du U. Alors, j'ai utilisé des codes couleurs pour qu'on s'y retrouve un petit peu, donc je vais simplement m'intéresser au premier terme, ici, à savoir l'intégrale de sigma ij virgule j multiplié par dui, que j'ai représenté ici, d'accord. Et je vais faire une intégration par partie. Donc je me retrouve avec ces deux termes-là, d'accord. Donc on a la dérivée du terme sigma ij delta ui par rapport à j, moins donc cette partie-là, où cette fois la dérivée intervient sur le déplacement delta ui. Alors maintenant je vais travailler séparément sur donc le terme en vert et le terme ici en jaune sur la diapositive.
Alors, sur le terme en vert, je vais utiliser ce qui s'appelle le théorème d'Ostrogradsky ou de Green-Ostrogradsky, qui nous indique, qui énonce que l'intégrale de la divergence d'un champ vectoriel sur un volume donné, donc à savoir nous oméga ici, est égale au flux de ce champ vectoriel à travers la frontière de ce même volume, d'accord, que j'ai représenté ici par delta oméga. Donc, on a ici un vecteur qui est sigma ij delta ui, d'accord. Donc on a la divergence de ce vecteur, et celui-ci, en fait, c'est équivalent à l'intégrale de surface, hein, une intégrale triple de volume ici, puis on a une intégrale double de surface ici, sigma ij delta ui, d'accord, à travers la surface. Alors la surface, elle est représentée par ds, et nj pardon, ici représente les coordonnées du vecteur normal à la frontière delta oméga, d'accord. Alors je vous rappelle que le sigma ij nj ici représente ni plus ni moins que le vecteur force fi sur delta oméga f. Donc voilà pour le terme en vert. Alors on va utiliser une petite astuce aussi pour réécrire le terme en jaune. Donc on a sigma ij delta ui virgule j. Je vous rappelle que le virgule j représente la différentielle partielle par rapport à la coordonnée j. Donc je peux écrire que c'est la moitié donc, de ce premier terme, plus un demi de sigma ji delta uj virgule i. Vous voyez que simplement la petite astuce ici est d'inverser les deux indices. Ici j'ai ij, ici j'ai ji et ji, qui sont exactement la même chose, hein, je les écris comme ça. Et de cette façon, si je mets sigma ij en facteur, je fais apparaître en fait un demi de delta ui virgule j plus delta uj virgule i, qui n'est ni plus ni moins que le tenseur des déformations, d'accord, la composante ij du tenseur des déformations par rapport à delta U. D'accord. Donc si je réécris en fait le terme en blanc ici, d'accord, j'obtiens cette égalité-là. D'accord. Alors vous retrouvez en jaune ici cette partie-là, d'accord, donc je fais apparaître le tenseur des déformations. Vous retrouvez ici cette partie-là que j'exprime sur dans le cas où on a les conditions limites qui sont statiquement admissibles, donc sur delta oméga f, et sur la frontière où les conditions limites sont cinématiquement admissibles, à savoir delta oméga u. Donc je me retrouve avec ces deux termes-là. Là, j'ai simplement remplacé sigma ij nj par fi, puisqu'il est connu sur delta oméga f. Là, j'ai laissé sous l'expression globale, car je ne connais pas ici sigma ij sur delta oméga u. Voilà. Alors, la démonstration est pas très difficile. Je pense que à l'écoute de cette petite vidéo, elle peut vous sembler un petit peu confuse. Je vous invite réellement à prendre une feuille de papier et à réécrire cette démonstration, hein, parce que sinon elle va être un petit peu difficile à digérer, comme un mauvais kebab par exemple. Voilà. Alors donc voici la formule qu'on a finalement obtenue. Donc je vais remplacer donc ce terme-là dans l'égalité de départ que j'avais, qui était celle-ci, hein, je vous rappelle, on a simplement travaillé sur le premier terme, hein, sigma ij virgule j multiplié par delta ui, qui est ici, qui me donne ces trois termes-là. D'accord. Alors, je considère maintenant delta ui cinématiquement admissible égal à 0. Je vous rappelle qu'on considérait que les déplacements étaient nuls sur la frontière, c'était une hypothèse de départ. Donc, de ce fait, sur le delta oméga u, c'est-à-dire ce terme-là, si on a les delta u qui sont nuls, ça veut dire que cette intégrale-là va disparaître. Donc, qu'est-ce qu'il va nous rester? Le premier terme ici, qu'on le retrouve ici, d'accord, plus les déformations volumiques ici, fi multiplié par delta ui, d'accord, ça, il n'y a pas de souci. On retrouve fi multiplié par delta ui qui correspond à ce terme-là, d'accord, et le tout est égal à quoi? À ce terme-là, fois delta ui, qu'on a passé de l'autre côté du signe égal, d'accord. Donc j'espère que vous vous y retrouvez, d'accord. J'ai celui-ci qui est ici, ensuite j'ai le fi fois delta ui qui est ici, j'ai le fi delta ui ici, grand fi delta ui qui est ici, d'accord, et j'ai les quantités d'accélération qui sont ici. Ce terme-là disparaissant, car je considère que delta ui est nul, d'accord, cinématiquement admissible est nul, voilà. Donc on a ici trois termes très importants, d'accord. On a un terme qui s'appelle le travail des forces intérieures, d'accord, au milieu continu, et ici le travail des forces extérieures, qu'elles soient volumiques ou qu'elles soient surfaciques, donc appliquées sur la frontière, d'accord, du volume. Et ici on a ce qu'on appelle le travail des quantités d'accélération. Donc on obtient ainsi des équations qui traduisent le principe fondamental de la dynamique, hein, mais qui sont des équations locales à résoudre en chaque point de la matière, d'accord. L'objectif
de l'exploitation de cette égalité est évidemment de trouver en fait les déplacements, d'accord, qui sont les delta U. Les delta U étant connus, on peut ensuite obtenir les déformations et par la loi de comportement remonter aux contraintes et donc on a complètement résolu le problème. Okay, alors, je vais maintenant réécrire en fait ces équations sur un cas simple, à but pédagogique, hein, que nous pourrons traiter un petit peu plus en aval en TD. D'accord. Donc je reprends le cas d'une poutre sur appui simple, ici, je vais le représenter, en flexion dans le plan, soumise à une force, bon, que j'ai représenté bêtement comme ça, hein, qui dépend de x, qui va évidemment dépendre du temps ou non. Et puis j'impose un moment, d'accord, à l'extrémité de cette poutre. Alors, je vous rappelle l'équation qui caractérise le mouvement d'une poutre en flexion. On l'a établie dans la toute première partie du cours sur les systèmes discrets. Donc on a l'effort tranchant qui apparaît, les forces linéiques, et les forces volumiques multipliées par, pareil, la différentielle partielle de V par rapport au temps. Je vous rappelle que l'effort tranchant est relié au moment avec cette relation-là. Ok. Alors, sur la transparent précédent, je vous les redonne ici, hein, l'équation donc qui gère la poutre en flexion. Et on va aborder la même approche que précédemment dans le cadre général, mais cette fois au lieu d'intégrer sur oméga de façon globale, le oméga ici se restreint simplement à la longueur de la poutre, à savoir 0L, et on va le multiplier par un champ qu'on va appeler delta V. Donc on obtient la relation suivante. Alors attention, ici j'ai tout de suite exploité le fait que t est égal à moins la dérivée partielle de m par rapport à x. Donc ici je vois apparaître une dérivée seconde de m par rapport à x avec le moins qui est ici, qui est ce terme-là, que je multiplie par dv et que j'intègre sur 0 à L par rapport à dx. D'accord. De la même façon, P ici dans mon problème s'appelle F, d'accord. Donc je multiplie par delta V sur 0 L et j'intègre sur dx. Et de l'autre côté, je laisse la quantité d'accélération que j'intègre de 0 à L que je multiplie par dv. On a fait exactement la même chose que précédemment. Donc là, je vais exploiter maintenant le premier terme qui est ici. D'accord. Et je vais faire une intégration par partie. Je vais même faire une double intégration par partie. Donc voici la première. Donc j'ai volontairement pas mis les bornes pour avoir une écriture un petit peu plus simplifiée. D'accord. Et ensuite, je vais venir faire une deuxième intégration par partie sur ce terme-ci. Et finalement, voilà ce que j'obtiens. Donc la dérivée seconde de m par rapport à x multiplié par dv dx est égale à ce terme-là, moins ce terme-là, plus ici une intégrale de m, d'accord, dérivée seconde de delta v, d'accord, par rapport à dx. Alors maintenant, je vais exploiter tout ça avec les conditions limites propres à mon problème. Alors, bon, ça, pour ce faire, je vous rappelle ici le schéma qu'on a. Donc, on peut facilement obtenir plusieurs conditions limites, d'accord, à exploiter nous sur, je vous rappelle, les déplacements ou les moments. Voilà ce qui nous intéresse parce que c'est ce qu'on a dans notre équation. Alors, les plus simples, évidemment, sont les déplacements à chaque extrémité des poutres. D'accord. On a ici une poutre sur appui simple, donc ça signifie que les déplacements suivant l'axe Y, qui sont appelés delta V, en x égale 0, donc c'est-à-dire à cet endroit-là, sont nuls quel que soit le temps. Et à l'autre extrémité, également en x égale L, on a la condition limite qui nous dit que le déplacement suivant Y est nul quel que soit le temps. Bon, vous commencez à être un petit peu aguerri à ce genre de conditions limites. Maintenant, le moment en x égale 0, ici, quel est-il? D'accord. On n'a pas d'encastrement quoi que ce soit, donc on sait que le moment est nul. Or, le moment, on l'a vu dans la première partie du cours, il est relié à la dérivée seconde de v par rapport à x, de par la loi de comportement. Là, je vous renvoie à la première partie du cours. Donc, ça signifie que la dérivée seconde de v par rapport à x, en x égale 0, quel que soit le temps, est nulle. D'accord. Donc, voilà ce qu'on obtient. Idem pour l'autre extrémité. En x égale L, alors attention, il n'est pas nul, puisqu'il y a une donnée du problème qui nous dit qu'on impose un moment qui s'appelle c. D'accord. Donc, la dérivée seconde de v par rapport à x, en x égale L, quel que soit le temps, sera égal à c. Alors maintenant, évidemment, on va exploiter ces conditions limites dans notre double intégration par partie pour essayer de simplifier les choses. Alors, je vous rappelle qu'on avait cette relation-là. Ok. Alors, on en déduit quoi? Prenons le premier terme. On voit apparaître les déplacements ici. Les déplacements en x égale 0 et en x égale L sont nuls. Donc, ce terme-là va être égal à 0. D'accord. Maintenant, exploitons ce terme-ci. On a le moment qui apparaît ici. On sait que le moment en x égale 0, il est nul. Donc, ce terme s'en va. Et que le moment en x égale L est égal à c. Donc, on voit simplement apparaître le terme c multiplié par la différentielle de delta v par rapport à x en x égale L. C'est important ici de préciser cela. Donc, on obtient finalement cette relation-là pour le terme ici, premier terme de notre équation. Il nous reste évidemment cette intégrale, mais qui peut être
plus aisément calculé puisque c'est les déplacements qu'on est en train de chercher. Donc finalement, on obtient la relation suivante à résoudre, et vous voyez que dans cette équation, pardon, les inconnus vont être les déplacements de la poutre suivant l'axe B. Okay, donc voilà. Alors nous, dans le cadre de ce cours, on s'en tient à des relations relativement simples, donc dans le cas des poutres, et voilà ce qu'on va traiter. Je m'arrête là pour cette première partie, on se retrouve pour la vidéo suivante.